Bonjour à tous et bienvenue dans la Debugroom, l'émission du développement web et mobile présentée par Teddy Valente et Benjamin Hazan. La Debugroom est disponible un lundi sur deux sur debugroom.fr. Bonjour à tous et bienvenue dans la Debugroom. Au sommaire de cette émission, une section veille bien fournie. Et dans le dossier de cette émission, on vous parlera du cloud pour les développeurs. Teddy nous fera un bon dossier là-dessus. Dans la toolbox, je vous parlerai de Beanstalk, qui finalement fait un peu partie du cloud pour les développeurs. Et dans la zone 404, nous jouerons au mot fléché et au sudoku. Salut Teddy, comment tu vas ? Ça va très bien et toi? Ça va bien, écoute, ravi de enfin réussir à enregistrer ce podcast, puisque il ne faut pas Ça vous aurait le été cacher. compliqué. Ouais, on a eu du mal, on a eu plein de problèmes techniques, mais là on espère que ce sera la bonne. Écoute, je te propose de démarrer tout de suite avec la section veille. Gardez l'œil ouvert, c'est la section veille. Eh bien vas-y, c'est toi qui as la première news. Exactement. Et donc du coup, je vous propose un article d'HTML5 Rocks qui nous fait un point complet sur les limitations de stockage pour les applications HTML5. Alors, quand je parle des limitations de stockage, je parle de tout ce qui est local storage, web index et autres joyeusetés de ce genre, qui sont des nouveautés de l'HTML5. Et il y a WebSQL, l'application CAS, l'API File System, l'IndexedDB et le Session Storage. Voilà, je les ai tous dit. Et cet article, il nous est bien utile parce qu'on sait tous qu'il y a des limitations sur Chrome, sur le navigateur Android, sur celui d'iOS, sur Safari, sur Firefox et autres. On sait qu'on est limité, mais c'est toujours un peu galère de trouver, soit dans la doc officielle de chacun de ces navigateurs, qu'est-ce qu'il y a comme vraie limitation, comment ça marche. Du coup, cet article nous fait un très très bon résumé sur à quoi ça sert et quelles sont ses limitations. Donc c'est toujours bon de l'avoir sous la main. Et tu sais s'il va être mis à jour ces tableaux? Je sais pas. Non, je sais pas s'il va être mis à jour. En même temps, il a été publié le 28 janvier, donc il a pas été. Attends, je regarde justement pour Oui, vérifier si c'était. il doit être correct en ce moment, mais Ouais. Est-ce qu'il le va être. problème, le problème c'est que si jamais ça change, tu verras jamais. Mais c'est clair que c'est pas mal aujourd'hui d'avoir ça, mais Non, ouais, bon, dans aujourd'hui, 6 mois ça peut avoir complètement changé, c'est quoi. clair. Ouais, dans 6 mois, ça peut avoir complètement changé. En plus ou en Euh, moins. mais ouais, ça par contre, je sais pas. L'auteur de l'article ne le dit pas. En tous les cas, s'il y a un autre article dans le même genre qui est plus à jour dans les mois futurs, on ne manquera pas de le mentionner, comme ça on vous tiendra au courant. Ça marche. À toi Teddy de nous parler de PHP Fig. Ouais. Eh bien moi je vais parler de PHP Fig. C'est un acronyme Fig, FIG. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un truc qui va être pas mal pour l'avenir de PHP et surtout des frameworks. Mhm. Des frameworks de PHP, donc c'est Symfony, Zen Framework, etc., etc. Donc, PHP Fix, ça veut dire PHP Framework Interop Group. Donc, interop, c'est pour interopability. Oui, c'est exactement. Interoperability, voilà. Exactement. Et donc le but de ça, c'est de réussir à un peu améliorer comment fonctionnent les différents CMS, c'est-à-dire que plutôt que de faire chacun de leur côté tout ce qu'ils font en fait, c'est essayer de les rendre interopérables. C'est-à-dire que si jamais on développe pour un projet en Symfony un module de tunnel d'achat par exemple, Mhm. ce qu'on fait souvent, et bien, si le projet d'après, on doit encore développer un module de tunnel d'achat, mais cette fois-ci en avec PHP, le but du PHP Fix, c'est de faire en sorte que cela soit possible de réutiliser le module qu'on a développé. Ouais. Ça, Voilà. Donc, c'est un doux rêve de développeur, ça, hein. ouais, voilà. Moi, je comprends. Je sais pas trop comment ça va être fait. C'est une initiative qui est assez récente encore, hein, Ouais. donc c'est vraiment, on en est vraiment au début. Sachant que ça a l'air de pas mal prendre quand même, parce qu'il y a dans les frameworks qui sont déjà membres de cette initiative, Mhm. on va retrouver des grands noms comme Drupal, Typo3, on a CakePHP, on a, alors attends, il y avait quoi d'autre? Il y avait EZ Publish qui est assez connu aussi, Ouais. Joomla, Laravel, on en a parlé récemment, Pire,
PHPAR, qui est quand même connu. PHPBB, c'est le truc De de forum, forum, il me non? semble. Oui, Ouais. exactement. Il y a le PHP Documentor, PyroCMS, Propel, Sugar CRM, et surtout il y a Symfony 2 et Zen Framework 2. Donc voilà, il y a Ouais, vraiment des grands noms. tout à fait. C'est pas un petit truc Ouais, que puis des mecs essaient de lancer de leur ouais, côté. t'as même Apache avec le projet Log4PHP, et je vois que t'as Amazon dedans avec Amazon Web Service, leur SDK Ouais, pour ouais, PHP. voilà, c'est le SDK, donc je sais pas trop ce que ça vient foutre là-dedans, mais Non, mais bah s'il peut être interopérable avec plein de frameworks, je pense que ça les intéresse. ouais. Ouais, J'imagine mais que c'est encore une ça. fois, je sais pas trop ce qu'ils entendent par interopérable en fait, parce que derrière, en fait, le PHP Fig, Mhm. pour l'instant, le résultat du travail du PHP Fig, c'est les PSR, c'est-à-dire les PHP Standards Recommendation. Ah, c'est dur à dire aujourd'hui les acronymes. C'est clair. Donc les PSR, en fait, c'est des règles de coding à suivre. Donc, on a le PSR 0 qui est l'autoloading standard. Donc, grosso modo, ça spécifie comment doit fonctionner l'autoloading dans les différents frameworks qui implémentent le PHP Fig. Tout à Le fait. deuxième PSR, c'est PSR 1, donc c'est les standards de code, c'est-à-dire écrire de telle façon, utiliser UTF-8, les tags PHP doivent être écrits, euh, c'est toujours les mêmes en fait, c'est Ouais, toujours ouais, non, PHP c'est ou clair. égal. C'est ça. Ensuite, on a les guides de coding. Mhm. Donc là, c'est pareil, typiquement c'est le 4 espaces pour l'indentation et pas la tabulation. PSR3, c'est le logger interface. PSR4, c'est encore une fois l'autoloading. Voilà, donc c'est vraiment au tout début, mais pour l'instant, c'est vrai que je comprends pas trop où ils veulent en venir. Ouais. Même si ce qu'on voit pour l'instant, je trouve ça vraiment très bien, mais après, Ouais, ça voilà, ressemble à un c'est ensemble de c'est à best voir. Je sais practice pas en ce que fait. t'en penses. Ouais, ça ressemble à un ensemble de best practice en fait, de Ouais, guidelines à suivre pour standardiser un peu les frameworks. Moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose, effectivement, si on peut ouais, c'est sûr. réutiliser des trucs à droite à gauche, je trouve ça bien, effectivement. Après, est-ce que ce sera pas juste une bonne intention et qui s'arrêtera là avec juste plein de papier noirci? C'est un petit peu ce qui m'inquiète. Mais on leur souhaite plein de succès en tout cas. Mais, Mm. et on suivra l'avancée de ce groupe de travail. Voilà. Donc pour suivre l'avancée du travail, il y a des mailing lists et il y a une page sur Freenode qui permet de suivre ce qu'ils sont en train de faire. D'accord, on On mettra les mettra liens les liens et les notes. dans le billet de l'émission. Exactement. À toi, Benjamin. Yep. Et donc moi je vais vous parler, ça va être bien plus court parce que c'est bien moins profond que le PHP Fig. Il s'agit juste d'un tout petit site qui s'appelle extractcss.com qui va nous aider quand on récupère des intégrations un peu pourries ou par exemple des vieux sites ou des choses comme ça dans lequel il y a ce qu'on appelle des CSS inline, c'est-à-dire des CSS codés directement dans le HTML, donc typiquement avec l'attribut style ou même avec des balises style mis directement dans le HTML. Quand on récupère un HTML comme ça, eh bien on peut passer sur ce petit site, on colle notre HTML pourri dedans, on clique sur extract et ça nous fait un fichier HTML CSS avec la petite et ça nous nettoie le fichier HTML qui va bien. Donc je trouve ça cool parce que c'est vrai que le faire à la main ça sert quand même à rien Ouais, et ne pas le faire c'est encore pire. Donc au moins on a un petit outil rapide pour régler le problème quand ça nous arrive et c'est vrai que c'est des choses qui arrivent. pas mal. Et il génère les règles CSS qui vont avec? Ouais, ouais, c'est ça qu'il fait. Ouais. Ouais, non, c'est pour ça que c'est cool. Alors, il chope, Ah, ça voilà, serait les bien. ID, les classes, tout ça, et il te crée le fichier CSS. Alors, je vais être très honnête, je l'ai pas testé, donc je sais pas si c'est d'une extrême bonne qualité, Mm. mais je trouve que l'initiative méritait d'être soulignée parce que c'est quand même vraiment cool d'avoir ça sous la main quand on en a besoin. Ça peut servir, effectivement. Et toi, Teddy, tu nous parles de Falcon? Ouais, je suis à la version. Il y a l'alpha de la version 2 de Falcon qui est en train d'arriver. Falcon, Falcon 2, du coup, c'est un framework PHP, mais qui, contrairement à la version 1, est basé sur un nouveau langage en fait qui s'appelle Zephyr. Mhm. Zephyr, c'est encore au début, hein, c'est en version 0.3, mais c'est une approche qui est super intéressante pour remplacer entre guillemets PHP. Alors, ça ressemble beaucoup à du PHP quand on écrit du Zephyr apparemment, mais, finalement, il sera compilé en C en fait le code.
Donc du D'accord. coup, il y a des choses qui vont être différentes. Par exemple, on a le niveau du variable, on peut les typer ou pas les typer comme en PHP ou comme en C en fait. Mhm. Et, du coup, le code qu'on va écrire en Zephyr, ça va être presque du PHP, mais ça va être compilé en C et ça pourra devenir une extension pour PHP. Ouais. Et ou sinon, ça reste l'application que tu es en train de faire, mais qui sera compilée en C et qui du coup sera ultra rapide, quoi. Beaucoup plus que PHP, qui est un langage interprété à la volée, alors que là, c'est du compilé. Oui. Donc, le but de Zephyr, donc, c'est vraiment d'apporter de la rapidité pour le PHP. Donc, on peut bien sûr écrire des extensions pour PHP. D'accord. Voilà. Donc moi, je sais pas, j'ai pas plus regardé ça, hein, parce que je connais pas du tout Falcon. J'avais découvert quand on parlait du sondage qui avait été fait sur SidePoint il y a un ou deux numéros. Mhm. Je ferai un dossier complet sur ces deux choses, sur Falcon 2 et Zephyr, Yep. pour qu'on voie un peu ce que ça va donner, parce que ça pourrait être bien Ouais, je pense que c'est quelque chose intéressant. Ouais. d'important pour l'avenir, le fait de commencer à revenir vers du code compilé, parce que Oui, c'est quand même beaucoup plus rapide que du PHP. c'est certain. Voilà. Donc voilà, je vous ferai un dossier là-dessus et on verra ce que ça donne tous ensemble. Ça marche. Bah écoute, ouais, moi aussi, je trouve ça. J'ai bien hâte de que tu nous fasses ce petit dossier parce que ça m'intéresse Ouais. bien également. Et puis écoute, moi je vais te parler d'une petite librairie JS qui est sortie il y a pas longtemps et qui fait des choses bien cool, qui va nous permettre de traquer, de suivre, allez parlons français, les mouvements de notre visage, donc soit dans une image, soit dans une vidéo. Ça s'appuie sur deux autres librairies qui sont ccv.js et numérique.js. Numérique.js, c'est une librairie de calcul matriciel, donc comme il y a beaucoup de calcul matriciel dedans. Et cv.js, c'est juste une librairie qui permet de prédéfinir la forme d'un visage humain de base un peu. Donc ces deux librairies qui ont été, donc c'est un peu un mashup en fait de ces deux librairies qui permettent de faire d'identifier les visages dans une image, d'identifier les visages dans une vidéo, de remplacer l'image, pardon, pour remplacer un visage sur une vidéo ou une image, de faire aussi du floutage automatique et des choses ou alors de détecter même les émotions. Donc ils proposent des exemples un petit peu là-dessus. Donc ça se trouve sur GitHub. C'est assez récent, donc évidemment à utiliser avec précaution, mais je trouve que c'est quand même bien chouette d'avoir accès à ces petites fonctionnalités là parce que ça nous permet enfin, ça me permettra de faire de belles petites applications web qui me paraissent sympathiques. Ouais, j'avoue que je suis impressionné par le truc là. Quand il explique comment ça fonctionne sur le lien que tu as mis là dans les notes de l'émission, c'est impressionnant. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est moi aussi, ça m'a bien plu. C'est bien technologique, bien, tu vois, c'est vraiment de la Ouais. recherche. Enfin, c'est bien chouette, quoi. Donc, c'est bien agréable. Donc, n'hésitez pas à le regarder. Et si vous en voulez plus, allez voir dans les notes de l'émission. Vous aurez tous les détails. Teddy, de quoi nous parles-tu? Alors, la semaine dernière, tu nous as parlé du framework Vanilla.js. Oui, En fait, c'est pas un framework, c'est juste du JS classique de base. oui, Et moi, cette semaine, j'ai trouvé un article sur le blog d'un développeur où il a probablement écouté notre podcast. Il s'est dit, ah ouais, moi aussi, je vais faire du Vanilla.js. Et du coup, il a repris tout son code JavaScript et il explique comment il est passé d'un code essentiellement basé sur du jQuery à un code en Vanilla.js. Donc c'est vachement intéressant pour ceux qui veulent se lancer. Ils verront que c'est tout à fait faisable. mhm, Et en plus, lui, c'était vraiment un cas assez classique, c'est-à-dire qu'il a mis jQuery parce qu'il a l'habitude de mettre jQuery. En fait, il n'en avait pas du tout besoin, il pouvait très bien faire sans jQuery. Et donc, il explique toutes les plus grandes fonctions de jQuery, comment il les remplace avec du Vanilla.js, en fait. d'accord, Donc, c'est intéressant, c'est documenté, c'est ultra commenté. oui. Donc, voilà, n'hésitez pas à les lire, même si vous comptez pas le faire, c'est toujours intéressant de voir comment il a fait. Et comme ça, vous pourrez faire pareil pour les prochains projets. Ouais, c'est pas mal. Et puis c'est vrai que du coup, ça nous permet, si typiquement tu dois développer des widgets, c'est quand même pas Ouais. mal de faire un peu
enfin de pas trop foutre de librairie en plus dans le widget qui déjà va être un petit peu va alourdir le site qui va l'intégrer. Donc non, c'est une bonne initiative et c'est vachement intéressant. Enfin en plus il raconte ça avec plein de détails et plein d'humour, c'est vraiment agréable à lire. Mm. Bien évidemment, c'est en anglais. Ah, oui, toujours. De toute Ouais, façon, ça malheureusement, il y a pas de magie. Écoute, je te propose de continuer sur de l'anglais pour te parler de Opera MediaWork qui, comme tous les trimestres à peu près, nous fait un statut sur l'état du trafic mobile lié à la pub. Donc c'est un peu comme ça qu'ils font la mesure, c'est-à-dire ouais. ils vont voir les principaux networks de pub mobile et ils leur demandent leurs données, etc. Et donc ils font un peu leur calcul comme ça. Et donc du coup, bah, c'est intéressant parce que ça permet de constater que bah, Android ça pousse bien, ça croît vraiment beaucoup, qu'iOS est vraiment en train de se faire rattraper en termes de trafic. Hein. Faut pas se tromper, hein, iOS est toujours devant Android, mais Android est sérieusement en train de les rattraper. Donc toujours intéressant à savoir. Par exemple, si on a du mal à argumenter auprès d'un client que il faut malgré tout développer pour une app Android ou un site web pour les téléphones Android enfin, le concevoir pour les téléphones Android, notamment pour tout un tas de résolutions d'écran. C'est toujours un lien intéressant à donner parce que bah, c'est bien illustré, ça explique bien l'état du marché du trafic mobile dans le monde. Hein. Donc il faut pas non plus, c'est pas focus soit sur la France soit ailleurs, c'est bien sur le monde. Donc c'est intéressant à avoir sous le coude pour les personnes qui aiment les chiffres. Mm, intéressant. C'est clair. Tu nous parles un peu de jQuery? Ouais, bah, très rapidement, il y a la version 1.11 et 2.1 qui sont sortis. Il n'y a rien de très tripant. C'est grosso modo, ça va démarrer, ça va se lancer un peu plus vite et il y aura moins de merde dans tous les sens, surtout au niveau du layout qui sera peut-être moins changé toutes les 5 secondes. Ah Mais oui. bon, voilà, c'est Bon, grosso modo, mettez à jour vos c'est ça. projets, mais Donc, ouais. il y a rien d'ultra trippant. À mettre à jour les yeux fermés du coup. Voilà, c'est ça. Enfin bon, ouvrez-les quand même, hein, on sait jamais. Ouais, parce qu'il faut pas écrire des conneries, mais Mais voilà, allez-y avec confiance. Et ben écoute, moi je vais c'est te ça. parler d'un truc un peu sympa, qui en tout cas Ouais, qui moi m'a bien excité, qui est l'ouverture de l'API pour le Chromecast. Alors le Chromecast c'est un produit matériel fait par Google. J'en parle rapidement. On fera peut-être un dossier là-dessus, pourquoi pas. C'est un petit dongle qu'on plug sur, qu'on branche. Allez, parle français, Benjamin. Qu'on branche sur son port HDMI de sa télé typiquement, et ça nous permet derrière de streamer du contenu. Alors pour le moment c'est principalement YouTube et d'autres petites API comme Canal Plus et des trucs de podcast. Donc pour le moment c'est assez réduit, mais ils ont ouvert les API. Donc ça y est, les développeurs peuvent prendre en main cette API et donc développer des applis pour le Chromecast. Alors comment ça marche? Il y a un SDK pour l'application qui va émettre les données, donc qui va émettre. Alors c'est pas forcément d'ailleurs que de la vidéo, de l'audio ou du son. Hein. Ça peut tout à fait être un truc bien. Enfin, ça peut être des données métiers, ça peut être des tweets, ça peut être des choses comme ça. Dans ce cas-là, il faut redévelopper parce qu'en gros, c'est constitué de deux parties. C'est-à-dire qu'il y a une application en HTML5 qu'ils appellent le receveur, qui lui va être exécuté par le Chromecast, donc par votre télé finalement. Et il y a une application qui est soit sur votre, que vous développez pour le desktop, pour votre application pour les plateformes mobiles, pour iOS, pour Android, ou même pour des extensions Chrome ou autres. Donc pour ça, il livre plein de SDK pour à peu près toutes les plateformes, qui lui va être l'émetteur qui va communiquer avec le receveur en HTML5, et ça va comme ça passer par le web. Donc c'est pas une communication directe, hein, ça passe toujours par Internet, mais, bah, enfin, mais du coup c'était intéressant de voir un peu comment ils avaient implémenté ça, parce qu'on ne le savait pas avant, et que ce soit un peu ouvert. C'est pas méchant à développer, très honnêtement. Bon, c'est un peu comme toujours ces SDK, c'est un peu toujours ultra verbeux, faut écrire des tonnes et des tonnes de fonctions pour dire juste oui je veux communiquer avec un Chromecast, mais bon, une fois qu'on a passé ce protocole là, le reste après est assez simple. Et ce qui est intéressant, c'est que si on veut faire du streaming de médias de base, c'est-à-dire juste envoyer de la vidéo, de l'audio ou du son ou des images, en fait ils ont déjà développé une application receveuse de base, ce qu'on peut utiliser, et on a juste besoin de développer l'émetteur quand il s'agit juste de faire du streaming de médias
de médias classiques. Donc j'ai trouvé ça cool, plutôt bien conçu, et j'espère que ça prendra parce que j'aimerais bien mettre ça sur ma télé. Ouais, là, pour le coup, ça vaudrait le coup de faire un dossier dessus, parce que j'étais en train de regarder la doc un petit peu, et ouais, ça a l'air d'être assez touffu pour savoir tout ce qu'on peut faire avec, en fait. Oui, 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 il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec, donc Ouais, on fera peut-être un ouais, dossier dessus, hein. effectivement. Allez, j'en achèterai un et je regarderai ce que ça peut Ouais, donner. ça peut valoir le coup. Et toi, Teddy, du coup, tu vas nous parler de localisation, c'est bien ça? Ouais, parce que j'ai vu que Mozilla, donc Mozilla, c'est les gens qui font Firefox, par exemple, Mhm. donc c'est pas n'importe qui, ils ont sorti un framework de localisation euh, qui est, qui est tout écrit en JavaScript, c'est-à-dire qui s'exécute côté client, donc comment ça s'appelle? C'est L20N, je le dirais comme ça, je sais pas comment on le dit en anglais, L20N, ça me paraît bizarre, Non, mais non. ouais. Bah, Donc c'est vraiment un outil de localisation, un framework de localisation qui est assez complet et qui ajoute des éléments par rapport à la localisation qu'on fait d'habitude côté serveur. mhm. Notamment un truc qui est super bien fichu et qui est super utile. Moi, ça m'aurait bien servi dans certains projets que j'ai fait avant. C'est ce qu'ils appellent le responsive localization, c'est-à-dire qu'on va pouvoir afficher des traductions de certains textes qui vont être différentes suivant qu'on est sur un écran desktop ou un écran smartphone ou un écran tablette. Tu veux dire qu'on va pouvoir changer un texte pour le mettre plus petit quand c'est un smartphone qui regarde, c'est ça? Exactement, on peut imaginer que sur un smartphone, on mettra un acronyme et que sur un desktop, on mettra le mot écrit en entier, par Ouais, exemple. exactement. Ouais, c'est top ça. Ouais, donc ça, c'est vachement bien. Ça a été vrai. Donc, par contre, du coup, ça marche que pour le web, hein. C'est pas un outil que vous pourrez utiliser pour faire des applications Non. smartphone ou quoi que ce soit. Et c'est super simple à utiliser. Donc déjà, la doc est super bien fichue. Elle est vachement, même ne serait-ce que visuellement, elle est agréable à utiliser. D'accord. Grosso modo, hein, comment ça marche après, si vous voulez en savoir plus, il faudra aller voir le lien qui sera dans les notes de l'émission. Mais grosso modo, il y a un fichier JS à ajouter, un fichier JSON à ajouter qui contiendra les traductions en elles-mêmes. Mhm. Et après, pour chaque balise HTML, vous avez un texte à traduire à l'intérieur, par exemple une balise P. À cette balise P, vous allez rajouter un data attribute, data-listen-id égale la clé de localisation, et après, c'est le framework qui s'occupera de tout. Ah oui, en plus c'est pas très très compliqué à implémenter en Non, plus. non, C'est par cool. contre, du coup, c'est quand même différent de ce qu'on voit d'habitude. Ouais. Et après, effectivement, il y aura des nouvelles habitudes à prendre. Parce que habituellement, dans les frameworks de localisation, on met le mot par défaut, il est en anglais, et au pire, si on n'a pas les traductions, il mettra le mot en anglais. Alors que là, du coup, comme on met rien dans la balise P, bah, Ah si on n'a oui. pas la traduction qu'il faut, ou si on oublie de mettre la balise data, bah, du coup, on n'aura pas de mot, même en anglais, Ah oui, faut rien dans mettre le. dans la balise P, effectivement. D'accord, ok. Ouais, voilà. Donc, à aller voir comment tout ça fonctionne, mais c'est vraiment assez simple. Je trouve que ça vaut le coup. Ouais, c'est clair. À savoir quand même, le fichier JS, il fait 110 kilooctets s'il n'est pas compressé, il en fait 35 s'il est compressé. Ouais, ça pèse un peu, Donc hein. ouais, c'est pas, bon, en même temps, il fait beaucoup de trucs, hein, mais Ouais, ça. voilà, À c'est à savoir. voir. À Ouais. savoir. Allez Ok. voir dans les liens de l'émission, vous verrez notamment sur la page du GitHub du projet, la page du HTML binding, et c'est un vrai résumé de comment ça fonctionne. Comme ça, vous pourrez voir si ça vous convient ou pas comme Ça fonctionnement. marche. Eh ben écoute, merci Teddy, et je te propose qu'on passe au dossier. Assez rigolé, c'est le dossier. Ouais. Alors, le dossier, c'est moi qui m'y colle. Alors, je vais vous parler très rapidement du cloud pour les développeurs. Le cloud, c'est un mot qui est très à la mode. Oui. Mais nous, en tant que développeurs, il y a deux choses qui nous intéressent surtout. Donc, le cloud, on va parler très souvent de trois choses. On va parler de SAS, de PAS ou de IAS. SAS, c'est Software as a Service. Donc, typiquement, c'est Gmail, c'est Basecamp, Beanstalk. Quoi, GitHub? quoi encore? GitHub, c'est du SAS, effectivement. Voilà, il y en a beaucoup, beaucoup. Ouais. Et grosso modo, c'est l'avenir. On va dire ça comme ça. Mais c'est pas quelque chose qui nous intéresse dans le cadre du podcast. Après, on a le PAS. Là, c'est Platform as a Service.
Donc pareil, là il y a beaucoup d'exemples, mais dans le cadre du travail de développeur, ce qui peut nous intéresser, c'est des services comme Heroku ou EngineGuard. Exactement. Alors du coup, qu'est-ce que c'est que ces services? Ça va être grosso modo, des serveurs qui sont gérés par ces sociétés-là et sur lesquels on aura juste à pusher nos applications et après on pourra dire bah, j'ai besoin de plus de serveurs, j'ai besoin de moins de serveurs. Voilà. En fait, ça nous simplifie la plateforme. Donc voilà, c'est vraiment pour ça que ça s'appelle plateforme as a service. Mhm. Ça te simplifie la gestion de l'administration de ton Ouais. site internet. Voilà. Mm. Donc généralement c'est assez bien si quand on démarre par exemple une startup, Par on exemple. peut passer par Heroku parce que on économise entre guillemets le salaire de l'admin 6. C'est ça. Voilà, Bah, je sais c'est pas vrai que c'est. si tu es d'accord Si, avec si, ouais. ce Moi, ce que constat. j'aime bien faire la comparaison suivante, c'est dire que c'est un peu la simplicité d'un serveur mutualisé avec la puissance d'un serveur dédié. C'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire qu'on on configure rien ou quasiment rien, Ouais, c'est enfin, ça. on touche à peine à la conf système ou alors deux trois variables type la Ouais. taille maximum d'upload ou vraiment des bêtises qui sont en fait très liées au métier, à l'appli qu'on développe. Et derrière, après, on peut faire monter la puissance et l'infrastructure juste en faisant quelques clics sur la chose. Alors effectivement, c'est ultra facile à utiliser comme ça, mais on est quand même limité Oui, sur ce qu'on peut faire. C'est-à-dire évidemment, que du moment que l'application rentre dans les bornes qui ont été définies par Heroku, ça passe. c'est vrai, Et un exemple, par exemple, typique, tout à fait. il y a encore pas si longtemps que ça, on n'était pas capable de faire du web workers sur Heroku. Et Ouais, donc on pouvait pas faire d'application en temps réel. On effectivement. pouvait pas faire je sais plus comment ça s'appelle pour le coup, Du mais WebSocket, c'est ça, non? ouais voilà, c'est ça. Et on n'était pas capable de faire et aujourd'hui c'est resté en bêta. Donc pour l'instant on peut utiliser, mais voilà, s'ils trouvent que c'est trop chiant à faire, ils décideront de l'annuler. Ouais, Voilà, donc c'est facile à utiliser, vraiment facile à faire monter en charge. Par contre, du coup, on n'est pas libre de ce qu'on fait. On est un peu dépendant des recours. Et autre élément, bah, du coup, c'est plus cher, oui, forcément, c'est un peu parce plus que c'est cher. géré par eux. Et voilà, du coup, on sait jamais comment c'est fait derrière, sur quel type de machine on tourne, sur quel type de service on tourne. Est-ce qu'il y a des choses derrière qui sont bloquantes? Voilà, on met vraiment juste l'application et on espère que ça marche. Si ça marche, c'est nickel. Si ça marche pas, c'est la galère. Ouais. Bon, pour pallier à ça, Heroku typiquement, ou Ngineyard, ou tous les autres fournisseurs de services de PAS, généralement ils ont quand même un paquet de docs qui détaillent, voilà un peu les Ouais, limitations ouais, du truc, voilà ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez pas faire. c'est ça. Généralement, vu que c'est à destination des développeurs et qu'ils savent que on peut pas non plus nous la faire à l'envers aussi, enfin voilà, que si voilà, qu'on a des besoins souvent on est souvent un peu exigeant sur nos plateformes, nos besoins en plateforme technique. Du coup, généralement la doc est assez précise. Alors évidemment, il faut faire la démarche Ouais. d'aller lire la doc, mais vous savez Alors, que, ouais, la doc est assez précise, donc effectivement, il faut aller la voir. En plus, le jour où tu as un truc à déployer sur Heroku, t'as toujours un free tier, je sais pas comment on appelle ça en français, enfin, une sorte d'hébergement gratuit qui sera très limité en termes de performance et de temps, mais qui te permettra de tester pour voir si l'application fonctionne, ouais, ouais, simplement. tout à fait. Ouais. C'est d'ailleurs vachement bien. C'est d'ailleurs Bon, parfait pour valider si ouais, les besoins de notre application est compatible avec ce type d'hébergement. Mais bon, c'est ça. n'alarmons pas tout le monde, hein. Il y a quand même énormément d'applications qui sont Ah oui, compatibles avec ce bah, genre d'hébergement, hein. La grande après, majorité des sites web qu'on développe aujourd'hui, ou des plateformes même, quand il s'agit de trucs avec des API ou autres, ça passe très oui, très oui, bien c'est sur sûr. ces plateformes, hein. C'est quand même pas. C'est toujours à essayer, mais après, typiquement, ce qui passera pas avec ces solutions-là, c'est si tu veux mettre ton nouveau framework à la mode, si eux ils le supportent pas, tu peux pas le mettre en Oui, fait. effectivement. Voilà. Et après, il y avait aussi un exemple, là, ça concerne Heroku. Enfin, pas, c'est pas un exemple, c'est une histoire. C'est Rap Genius, qui est un énorme site pour lire les paroles des chansons de rap américains. Et on C'est sait que, vraiment on ultra sait que connu. les paroles de rap américain, c'est quand même bien profond Ouais. comme discours.
Ouais, mais du coup, il y a beaucoup de gens qui recherchent ça. Ouais. Et RapGenius, c'est le site le plus connu. Alors, très récemment, il y a quelques semaines, ils ont eu un problème avec Google à cause de liens achetés pour améliorer le référencement. Mais bon, là, on s'en fout. C'est parce que RapGenius, ils ont eu aussi un problème avec Heroku où ils se sont rendus compte que, alors, il faudrait que je retrouve, vous pourrez aller voir le lien qui sera dans les notes de l'émission sur RapGenius. Mais ils s'étaient retrouvés à payer, je sais plus, genre 3 fois trop cher par rapport à ce qu'ils consommaient vraiment. C'est-à-dire ils avaient plein de serveurs qui, à cause du système de load balancing mal fichu des Roku, en fait, qui faisaient rien alors que les autres étaient complètement surchargés. D'accord. Et donc à chaque fois, ils rajoutaient des serveurs, alors que tu en avais la moitié qui était complètement libre. D'accord. C'est voilà. Donc faut savoir que en fait, c'est toujours pareil. C'est si tu laisses les autres gérer le truc pour toi, bah effectivement, ils vont le faire mieux que toi au début, mais du coup, si eux ils font un bug, et ben toi t'es concerné par ce bug quand tu le subis. D'accord. Voilà, donc il y a des plus et des moins. C'est à voir. Vraiment, c'est à voir. En tout cas, je trouve que c'est très bien au moins pour démarrer un nouveau site web. Oui, c'est parfait. Et du coup, ça permet de le lancer rapidement et de voir Oui, après oui, voilà. ce que ça peut donner. Ouais. Mais Euh, voilà, donc il faut faire quand même un petit peu attention, il faut quand même bien vérifier tout ce qui se passe. Et du coup, le jour où une solution de type PaaS ne vous convient plus, il y a l'IaaS qui est l'infrastructure as a service. Pas facile à Et dire. donc là, typiquement, le plus important, le plus gros, le plus connu, c'est Amazon Web Service, AWS. Tout à fait. Voilà, donc mais par exemple sur AWS, il y a quand même des grands noms. Il y a Netflix qui doit avoir je sais pas combien de milliards de téraoctets de vidéos sur leur site et de bandes passantes à utiliser. C'est clair. Ça doit être assez énorme. Il y a aussi dans ceux que j'ai trouvés, il y avait Pinterest qui est dessus. Oui, non, Il doit mais avoir pas mal de c'est trafic aussi. Voilà, donc AWS, parce qu'on va parler de ça. oui, Ben, l'avantage d'AWS, c'est que ça va être moins cher qu'une solution de type Heroku, par exemple. oui. Et puis du coup, voilà, Surtout vu que que c'est Heroku l'infrastructure s'appuie sur d'Amazon, AWS, si je dis pas de bêtises. tous en Nginx aussi, Ouais. grosso modo, ils s'appuient tous sur AWS. Et voilà, donc AWS, si vous allez dessus, vous êtes sûr que vous manquerez jamais de serveurs, etc. L'avantage aussi d'AWS par rapport à Heroku par exemple, c'est que AWS aujourd'hui ils sont partout, ils sont présents partout dans le monde. Ils ont des zones qu'ils appellent les zones. Grosso modo, on va dire c'est des data centers. Hein, ça doit être ça physiquement la déclinaison Oui, qui est oui, oui. réelle derrière. Je pense aussi. Donc ils en ont partout. Ils en ont bon, bien sûr en Amérique du Nord, mais ils en ont en Europe, en Asie. Il me semble qu'ils en ont en Afrique aussi. Ils ont au moins des CDN en Afrique D'accord. et en Amérique du Sud. Voilà. Donc c'est vraiment un truc mondialisé complètement. Vous avez plein de services, etc. Du coup, ce qui fait que ça commence AWS à être beaucoup plus compliqué que du PAS, quoi. Oui. C'est que typiquement, vous avez, alors je vais aller voir le nombre de services qu'il y a, mais ça commence à devenir assez énorme. Bon, il y en a au On moins a plusieurs centaines, plus je pense. ancien et le service de base, c'est Amazon EC2. Oui. EC2, grosso modo, c'est ton serveur. C'est bien C'est résumé. ça, c'est typiquement ça. Donc on peut chez AWS prendre que du EC2 et du coup installer son serveur, ses bases de données, etc. Mais on a beaucoup d'autres services, donc on peut avoir la base de données managée, on peut avoir du stockage, et même ne serait-ce que pour le stockage, ils ont 3 ou 4 solutions. Ils ont Amazon Glacier, Oui, ils ont Amazon S3 qui est probablement le plus connu. tout à fait. Voilà, ils ont vraiment plein de choses, mais du coup, ça commence à être vraiment beaucoup plus compliqué. Ouais. Il y a une notion introduite par Amazon EBS qui est pas mal galère à comprendre. Moi, j'ai jamais rien compris. Voilà, mais voilà, grosso modo, faut vraiment, si vous voulez l'utiliser, faut vraiment s'y mettre à fond. Je vous mettrai dans les liens de l'émission, il y avait un des cours gratuits qui avait été fait un peu à la Code School, mais spécialisé sur AWS, qui explique vraiment pas mal les choses. Aussi, vous avez l'équivalent d'une année d'hébergement gratuit sur plein de services. D'accord, C'est le free tier d'AWS. tout à Et fait. du coup, ça vous permet vraiment de lancer tous les services et de voir comment ça fonctionne, comment ça interagit pendant un an gratuitement. Donc à chaque fois, ce qui est gratuit, c'est la version la moins performante du service qui est proposé. Ça me paraît logique. C'est ça. Donc du coup, au niveau du serveur, on a un truc, j'avais genre 512 mégas
Et une unité de calcul, ça fait 1,2 GHz, un processeur d'1,2 GHz, si je me Ouais, rappelle bien. c'est un peu Donc léger. c'est léger, mais ça permet de Ça tester permet tous de les tester, hein. services en fait. C'est d'ailleurs Ouais. bien le but de la chose, hein. Ouais. Et après, bah du coup, si vous voyez que ça vous intéresse et que ça, c'est pas ultra compliqué, parce qu'effectivement, ça se fait. Il faut vraiment juste comprendre comment ils fonctionnent, comme le nom des services, etc. Mais finalement, si tu veux, voilà, c'est eux, ils appellent ça Amazon EC2, par exemple. Toi, tu sais que EC2, c'est ton serveur. Ça, c'est un peu la même chose. C'est ça. Et après, il y a des choses qui sont quand même ultra bien fichues, c'est que assez récemment, enfin, ça commence à avoir un petit peu de temps déjà, mais ils ont sorti quelque chose qui s'appelle CloudWatch, qui va être qui va fonctionner avec CloudFormation, avec d'autres services qu'ils ont lancés. Et grosso D'accord. modo, ça va être vachement utile pour un site qui va avoir beaucoup de variations dans ses visites, qui va avoir des pics de trafic Ah oui. régulièrement, mais peut-être qui vont être, et même s'ils sont imprévisibles, ces pics de trafic, Ouais. ces services-là de chez AWS vont te permettre, suivant des alarmes que tu vas mettre, tu vas dire si pendant 5 minutes j'ai la moitié de mes serveurs qui sont à plus de 75% de charge, et bien à ce moment-là, tu me rajoutes automatiquement des serveurs. Et tu pourras faire la même chose sur la base de données, tu pourras faire la même chose sur tous les services. Et du coup, sans y toucher toi, en ayant juste configuré les choses au début, ton site, il pourra prendre tous les pics de trafic du monde, en fait. Ouais. Ah, T'auras, c'est vraiment la promesse d'AWS, ça, hein. ouais, alors voilà, c'est la promesse. Une fois que tu as bien tout mis en place, parce que tu vois, et c'est bien beau de dire, bah voilà, quand je suis à tant de niveau de charge dans des serveurs, ouais, mais le serveur, s'il n'a pas l'application qui se met à jour, etc., donc tu as quand même des choses Ouais, il y a un peu de à boulot mettre quand en même. place. Tu as quand même une AMI à Amazon Machine Image, je crois que ça veut Ouais, dire, c'est ça, ouais. AMI, à configurer, à mettre en place. Il faut quand même que, une fois que le serveur est lancé, il aille se faire un Git. Il faut quand même qu'il s'update l'application, etc. Donc il y a vraiment pas mal de choses à configurer, surtout si vous voulez le faire en tout automatique. Ouais. Mais enfin pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux aujourd'hui, quoi. C'est dès que je pousse à utiliser ça. Ouais, c'est très bien. S'il faut, s'il y a besoin, parce que si tu fais juste un petit site, du coup, on va en parler tout de suite, mais vaut mieux prendre un serveur classique. C'est clair. Voilà. Donc au niveau du prix, ben, tout est facturé à l'heure, à la bande passante utilisée. Donc tu payes vraiment que ce que tu utilises en fait. C'est ça. C'est le principe, c'est le grand principe au niveau de la facturation chez AWS. Voilà. Donc je ferai peut-être un dossier plus précis sur AWS, sur chacun des Ouais. services pour comprendre à quoi il sert. Ouais, Parce ce qu'il y serait en a, vachement il y bien. en a vraiment Il y une. en a vraiment beaucoup, ouais. On fera peut-être venir quelqu'un qui a l'habitude de manipuler Ah, ça un peu. Ce sera ouais, peut-être pas mal. ça, ce serait Ouais, nickel. on Ouais. va Parce essayer de que faire ça. c'est vrai que moi, j'ai galéré au début quand je regardais, je lisais tout ce que je trouvais, etc. Et c'est ultra compliqué parce que t'as tout qui est sorti de ton serveur. Du coup, tu sais pas trop comment ça fonctionne, c'est pas trop c'est qui l'installe. C'est vraiment, c'est assez étrange au début à Ouais, ouais, manipuler. je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est vrai que quand t'es pas préparé, enfin quand on t'a pas un petit peu introduit à ce Ouais. que t'allais trouver, t'es franchement surpris. Ça c'est certain. Mais c'est vrai que derrière, enfin aujourd'hui par exemple enfin aujourd'hui un entrepreneur qui veut monter sa startup et qui veut lever des fonds, s'il n'est pas hébergé chez AWS, bon, s'il y a besoin d'un hébergement bien évidemment, mais c'est quand même souvent le cas. Globalement, les investisseurs regarderaient pas le pitch en fait. Enfin, c'est Ouais, vraiment et incroyable, hein. C'est vraiment, ça fait partie des gages de fiabilité ouais. sur le fait que bah voilà, c'est un projet sérieux sur lequel tu t'appuies parce qu'on sait que c'est plus cher, mais on sait très bien que c'est un cheval sur lequel il faut miser pour t'accompagner dans ta croissance. Et dans les startups, on sait qu'on veut toujours de la croissance rapide et AWS pour ça, c'est juste parfait. Mm. Alors après, justement, tu disais que c'était plus cher. Oui, forcément, si tu compares à un serveur dédié sur un site qui a, je sais pas moi, 5000 visites par mois et que ça bouge pas, Ouais, mais oui, passer chez AWS, ce sera de toute façon plus cher. Mais voilà, en fait, c'est pas du tout des solutions qui sont concurrentes, parce que non, sur un site qui a une forte variabilité du trafic, effectivement, avoir suffisamment de serveurs pour assumer les pics de trafic, la plupart du temps, en fait, ils resteront là à rien faire. c'est Donc, clair.
L'avantage chez AWS, c'est que tu fais monter ton nombre de serveurs, ton nombre d'instances de serveurs, Mhm. et tu la fais descendre tout pareil quand ils commencent à se tourner les pouces, tes serveurs. C'est ça. Voilà, donc chez AWS, il y a une calculette qui permet de calculer. Là, c'est pareil, vu que ça calcule tous les coûts de tous les services AWS, c'est une C'est- galère à utiliser. Tu sais, la calculette scientifique que tu as dans ton ordi, bah, c'est pire. C'est impressionnant. L'image est parfaite. Ouais. Mais bon, ça permet d'avoir une idée. Voilà. Donc je pense que c'est vraiment un truc à étudier pour certains services. C'est vraiment pas pour tous. Non, non, c'est si C'est, vous avez une prévision de croissance forte, genre s'il y a une ouais, campagne de mailing un peu massive ou voilà. du RP, enfin typiquement si vous avez prévu qu'on parle de vous dans la presse ou à la télé ou même ne serait-ce que dans des médias online, ouais, préparez-vous un petit peu parce que normalement c'est le genre de choses qui secouent un petit peu votre serveur. Ouais. Après, ça peut servir aussi pour, je sais pas moi, ça peut être un site qui parle de sport et du coup, effectivement, le soir où il y a un match de foot, et ben, il y a beaucoup plus de monde qui viennent. C'est clair. Voilà, donc il y a plein de cas où ça peut servir mais en tout cas, c'est intéressant, je trouve. Ouais. Après, voilà, grosso modo, la différence qu'il y a entre un serveur dédié et les solutions dont on a parlé avant. Le serveur dédié sera moins cher, sera plus performant, Oui. mais ce sera Mais il beaucoup faut. moins flexible que Et puis, les autres services. il faut se taper l'administration système. Ouais. C'est-à-dire que moi, si Bah, j'achète un serveur aujourd'hui, dans un an, je sais que les versions d'Apache, de MySQL ou même de Linux qui sont posées dessus, elles sont périmées, donc il y a des failles de sécurité de partout. Ce qui n'est pas le ouais. problème. Alors lié Chez AWS, Heroku, c'est pas un souci, sur mais les chez Heroku, c'est géré. AWS, ouais, AWS, on aura aussi le problème, mais voilà, c'est le genre de choses où on sait que ouais. typiquement les Heroku, Nginx et autres, ils Mm. règlent ce problème-là, ils le prennent Bah, en tu charge vois, pour toi et on te paye du coup. même sur cet élément, bah, du coup, tu as Heroku qui effectivement va s'occuper de faire les mises à jour lui-même, ça veut dire que les instances que tu as lancées, il va liquider quand il aura envie pour faire les mises à jour, tu vois. Ouais, bon, ils font quand même gaffe, Alors, mais c'est vrai. voilà, sinon c'était vraiment pour donner l'image que c'est vraiment trois choses différentes et Oui, c'est pour trois utilisations différentes. ouais, Et voilà, après, au niveau du tarif, effectivement, Heroku, les Nginx, tout ça, c'est bien plus cher que AWS, qui lui va être bien plus cher qu'un serveur dédié c'est clair. si on n'a pas besoin de la flexibilité des deux solutions, Tout à fait. de première solution. Voilà. Mais du Super. coup, ouais, je ferai un dossier sur. Enfin, on essaiera de trouver un Oui, spécialiste oui. On va d'AWS trouver un spécialiste AWS qui ouais, va venir dans l'émission pour discuter qui va de venir pour ça. présenter les différents. Moi, sinon, je pourrais le faire, mais je connais pas trop Bah, vous encore. le ferez à deux dans ce cas-là. Ouais, ça marche. Et C'est je lui cool. dirai s'il dit des Si bêtises ou j'ai des pas. bêtises, tu seras là pour le contredire, c'est C'est parfait. ça. C'est tout bon pour moi. Bah, je te laisse Super. enchaîner sur ta toolbox. Ouais, exactement. On passe à la toolbox. Et maintenant, ouvrons la toolbox. Hein. Et donc dans la toolbox, je vais vous parler de Beanstalk, donc beanstalkapp.com, qui est un service en software as a service, donc Teddy vous en a parlé dans le dossier juste avant, qui va nous permettre de gérer, qui va nous permettre d'avoir accès à un repository Git ou Subversion. Donc ça c'est genre comme un GitHub, hein, ça fait pas plus pas moins. Sauf que lui, il va nous permettre de faire en sorte que de gérer les déploiements aussi du code qu'on a posé sur ces différents repositories, donc soit Git, soit Subversion, vers différents serveurs. Donc ça gère le versionning, ça gère le déploiement, et ça va un peu plus loin, puisque ça gère également l'intégration avec des outils de gestion projet, comme Basecamp, comme HighRise, comme d'autres, même comme IRC ou comme Fire, qui nous permettront du coup de savoir qu'il y a eu des commits qui ont été faits, ou des push si on est sous Git, ou même qu'il y a eu des déploiements qui ont été réalisés, soit avec succès, soit avec erreur. Ça permet un petit peu de communiquer sans avoir à le faire à la main auprès de tout le monde que tel déploiement a été fait sur tel serveur. Ça permet aussi de faire du code review. Et ça c'est pas mal, un peu à la GitHub, hein. Voilà, on peut commenter certaines modifications, certaines lignes de code, pourquoi tu as fait ça, puis on discute, c'est un petit peu un côté réseau social. Et il y a évidemment de la gestion de droit, donc ça nous permet de dire, bah voilà, telle personne a le droit de lire le repository, de regarder les déploiements qui sont faits, celle-là a le droit d'écrire dans le repository mais de pas de déployer, bon, des choses un peu comme ça. Alors moi je m'en sers typiquement dans mes projets, dans mon agence on le fait assez souvent, on sert beaucoup de ça parce que ça permet justement aux développeurs de faire juste un git push et puis derrière ça déploie sur le serveur de test par exemple. C'est quand même assez pratique plutôt que de faire les envois de fichiers à la main puis de vérifier qu'on a bien pas tout oublié, etc. C'est quand même assez confortable
comme mode de fonctionnement. Euh, Enfin moi je l'aime bien, alors ça fait pas tout, hein, il y a des choses que ça fait pas, mais comme par exemple ça fait pas de l'intégration continue, on pourrait le regretter par exemple, ce serait intéressant. Mais ouais, pour faire juste un petit peu de déploiement via Git push, bah écoutez, moi je m'en sers et je trouve que c'est pas mal. Tu connaissais Teddy ce projet? Ah, je connaissais deux noms et je l'utilise depuis peu. Et c'est vrai qu'au début, on a du mal, en tant que développeur, quand on connaît pas, on a du mal à comprendre l'intérêt du truc. Ouais, Parce qu'effectivement, ça fait rien de nouveau, entre guillemets, ça fait que l'automatiser. c'est clair. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on commence à l'utiliser, c'est toujours intéressant de pouvoir informer les autres d'un commit qui vient de se passer, comment il vient de se, est-ce qu'il s'est bien passé ou pas. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que ça automatise pas mal de choses et ça permet une communication vachement plus simple en fait. Ouais, non mais c'est... Ouais. Et en plus, moi ce que j'aime bien là-dedans, c'est que ça fait un début d'intégration continue, quoi. Ouais, c'est un peu léger. Faudrait que je regarde s'il y a des Vraiment, services en un SaaS. début, hein, Ouais, mais ouais, 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 c'est ça, faut être honnête, hein. ça commence à le faire, C'est quoi. pas un Ça peut être Jenkins, une c'est pas première un étape Hudson. pour aller plus loin ensuite, quoi. C'est clair. Ouais, ouais, non, Surtout qu'il y avait j'ai vu qu'ils géraient des hooks aussi chez oui, Vinsto. exactement. Donc Tu voilà, peux faire. tu peux vraiment démarrer avec ça et puis derrière, avec ces hooks-là, rajouter d'autres choses derrière. Ouais, faudrait voir s'il y a des outils qui font ça, d'intégration continue en software as a service pour gérer ça. Mais comme t'as Ouais. le repository Git, Ouais. parce que c'est ça qui m'intéressait, moi. Ouais, C'est le côté ouais, c'est repository sûr. Git et gestion du déploiement, tout intégré, plus câblé avec un Basecamp. Je trouvais ça pratique, c'est pas très cher, c'est quelques dizaines de dollars par mois pour la version intermédiaire. Donc bon, moi je trouvais ça top. Écoutez, si ça vous Mm. intéresse, allez voir, vous aurez le lien du service dans les notes de l'émission. Et je te propose que nous passions à la zone 404. En avant dans la zone 404. Ouais, alors la zone 404, c'est moi qui ai trouvé les trucs, mais je crois que ça va souvent être le cas dans C'est les ça, fiches. ouais. Ouais, bon, mais tant pis. Alors, le premier, donc là, on a une série de liens, on a trois liens aujourd'hui pour la zone 404. Le premier, il s'appelle regexcrossword.com. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est un site qui est fait avec Twitter Bootstrap, très clairement. Hein, Ah oui, ils sont pas fait chier avec le design. c'est clair. Et grosso modo, c'est du mot fléché avec des expressions régulières. Donc, vous Oh, irez voir ce que c'est. Tout est expliqué, c'est plutôt joli, mais putain, c'est compliqué, quoi. c'est clair. Oh, le Je veux début. dire, il me semble que je me rappelle plus jusqu'où j'ai été. Il faudrait que je regarde si on peut sauvegarder sa Ouais, progression avec un slogan avec Facebook. tout à Je fait. crois que je suis arrivé au niveau beginner ou intermédiate et c'est tout, quoi. Ouais, c'était. Sachant que C'est le délire. il y a au total une, deux, trois, il y a 8 niveaux. J'ai dû faire les un, 2 ou 3 premiers, mais grand maximum. Ouais. C'est ultra, Moi j'ai bloqué au c'est ultra. intermédiate, à la moitié de l'intermédiate, hein. J'y arrivais plus, là, je comprenais, enfin j'y arrivais plus. Puis bon, il y a un Ah, moment, ouais, ma patience a des limites. Donc, mais en tout cas, je me suis bien Et marré à jouer à ça. c'est intéressant en tout cas parce que c'est vraiment ça permet vraiment d'apprendre les regex, mais j'aurais bien aimé qu'ils nous mettent un petit truc en haut à droite qui nous permette de tester les regex peut-être. Ouais, Enfin, du coup, ça aurait peut-être été trop facile, je sais pas. Mais... peut-être. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est Ouais. bien rigolo. Donc, allez voir, chers développeurs, ça va vous permettre de vous tester les uns par rapport aux autres. Et surtout, n'hésitez pas à nous dire jusqu'à quel niveau vous avez réussi à aller, qu'on puisse savoir, Bah, qu'on surtout puisse que un nous, peu on n'a se pas été comparer. très, surtout que nous, on n'a pas été très loin. Oui, Alors, on n'a n'hésitez pas pas à nous été très mettre la loin. honte dans les. C'est clair. Ah, Non, et puis là, je viens de trouver la page 404 et elle est marrante, la page 404. ah, bon. Ils ont repris le principe du. Enfin, voilà, allez voir et dites-nous si vous arrivez au niveau Volapük. Je sais pas ce que ça veut dire, mais. Il y a un niveau qui s'appelle Volapük là-dedans. Ouais, mais c'est le dernier, je sais pas ce Je qu'il suis fait, tiens, sûr je que vais c'est voir. un. Ah ouais, Non, non, mais c'est un mot qui veut dire quelque chose dans un autre langage, ça c'est à peu près clair. ouais, mais Ah je non, peux c'est une regarder. langue inventée par les prêtres catholiques allemands. C'est une langue inventée par les prêtres catholiques allemands en 1879. Bah voilà, c'est Ouais. aussi un peu de culture la debug room, c'est toujours intéressant. Et si tu vas voir les niveaux qui sont dans le niveau Volapük, tu verras que fou, Faut c'est commencer. impressionnant. Ouais, faut s'accrocher un Enfin peu. voilà, si vous êtes une équipe de dev dans votre boîte, ça peut être marrant d'aller voir ça et de vous faire une petite course Yep, entre midi et deux. c'est clair. Alors, deuxième petit lien, c'est une liste de liens.
Vous retrouverez le lien dans les notes de l'émission. Absolument. C'est une liste de liens de générateurs de lorem ipsum. Ouais. Donc c'est pas que du lorem ipsum, lorem ipsum, lorem ipsum. Justement, le but c'était de changer. Et on va en avoir un qui va nous générer des paragraphes et des paragraphes de texte sur la vie des chats. Et Faut ça, on vraiment sait aller qu'on aime voir. la vie des chats pourtant. Ouais. Il y en a un autre qui va choisir au hasard un article Wikipédia. Donc, Ouais. par contre, ça va toujours être en anglais, malheureusement. Attention, ton Il y en a micro un cogne autre sur qui ta va. table. Comment? Ton micro cogne sur ta table. Ah, merde. Il y en a un autre qui va qui va faire une sélection de répliques de la série IT Crowd. Et ça, c'est quand même Si- bien cool. Ouais, allez voir. Ouais. Une autre, ça va être des répliques de Arrested Development. Et l'autre, ça va être des recettes de cupcake, en fait. Et bah voilà, on Voilà, en a donc pour tout le monde. c'est marrant. Il y en a encore d'autres, vous irez voir. Moi, j'ai choisi celle-là, parce que c'est celle que je connais, donc je connais les références. Yep. Mais voilà, je trouvais ça sympa de changer du sempiternel lorem ipsum. C'est vrai, le latin, il y en a marre. Ouais. Et pour Putain, mais- finir, ouais, d'ailleurs, le dernier lien, j'aurais pu le foutre dans la section veille, mais Ouais. c'est pas vraiment 404. Non. Bon, c'est pas grave. Donc c'est un lien vers le code SVG de la carte de France, en fait, avec le Avec les découpage pour chaque départements. département. Et voilà, c'est un truc qui est super pratique parce que souvent les cartes SVG, on les trouve pour les USA. Oui. Alors ça, Ça, il y en a il y plein. en a à foison, il n'y a pas de souci. Mais pour les autres pays, la dernière fois, je cherchais la carte de la Lituanie, j'ai pas trouvé. Ouais, t'as des problèmes, toi. Ouais, même la Mongolie, il n'y a pas. Le Zimbabwe, j'ai pas trouvé. Donc, moi, je sais que je pourrais trouver la France grâce à la debug room maintenant. C'est clair. Bon, Et bah voilà, c'est écoute. fini pour la zone 404. Je vous souhaite bon courage pour la Geeks Crossword Yes, c'est clair. Et n'hésitez pas à nous dire jusqu'à où vous avez été. dans les Écoute, commentaires. yep. Écoute, Teddy, est-ce que tu pourrais nous dire où on peut te retrouver sur Internet si les gens veulent continuer la conversation avec toi? Eh bien, tout simplement sur Twitter, @bellybast, comme ça s'écrit, comme ça s'entend. C'est top. Et moi, si vous souhaitez me retrouver, c'est benjaminhazan.com ou sur Twitter, Benjamin Hazan également. Et bah écoutez, On a déjà merci. fini? Bah oui, on a terminé. Ça y est, Ah, bien. on a tout fait. Et écoute, il reste plus que à nous Bien, au revoir. remercier, à vous dire au revoir, à vous remercier de nous avoir suivis, de vous dire que si on a dit des bêtises ou des choses intelligentes, n'hésitez pas à nous faire vos commentaires dans les commentaires de l'émission. Et on vous remercie de nous avoir suivis et à très bientôt. À très vite.